Quand au bout du jour, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Bonjour à tous. Donc quand la guerre d'Algérie commence le 1er novembre 1954, quelques mois auparavant, Boris Vian a déposé à la SACEM sa fameuse chanson « Le déserteur ». Et c'est Mouloudji qui l'a d'ailleurs interprété aussi le 7 mai 1954, le jour de la chute de Dien Bien Phu, qui d'ailleurs ça a donné lieu à une véritable émeute dans la salle. Et donc c'était évidemment, lorsque Boris Vian a écrit cette chanson, c'était dans le contexte de la guerre d'Indochine. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas le savoir, ceux qui l'ont chanté, en fait, cette chanson-là, c'est en particulier contre la guerre d'Algérie, donc c'est notamment tous les réfractaires qui ont refusé de participer à cette guerre. Simplement, on les connaît pas très bien, ces réfractaires, combien est-ce qu'ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi pendant cette guerre-là, c'est ce à quoi je vais tenter de répondre maintenant. Pendant longtemps, on a cru que les réfractaires avaient été quelques dizaines, quelques centaines pendant la guerre d'Algérie. En fait, donc j'ai cherché pendant pas mal d'années, d'ailleurs, pour ma thèse, dans les archives militaires notamment, et ça m'a permis, avec les sources qui étaient disponibles, de débusquer en quelque sorte qu'il y avait eu à peu près 12 000 réfractaires pendant la guerre. Beaucoup plus que ce que l'on pensait, et encore, ce sont des chiffres qui sont approximatifs et qui peuvent se discuter aussi. La grande majorité, ce sont des insoumis, donc ils refusent de venir sous les drapeaux. Il y en a à peu près 11 000, et donc ils étaient soumis à 1 an de prison à peu près au maximum. Simplement, il y a eu des insoumis aussi avant la guerre, et chaque année, il y a des insoumis. Donc ce n'est pas forcément dans le contexte de la guerre, mais je pense que l'insoumission, la structure de l'insoumission, si vous voulez, s'est transformée au cours de la guerre d'Algérie, avec évidemment un contexte de guerre qui est beaucoup plus présent. J'ai dénombré par ailleurs, donc il y avait eu à peu près 900 déserteurs. Simplement, les sources manquaient là, voilà, les sources globales, générales manquaient. Les 900 déserteurs, ce sont des déserteurs dont les unités étaient placées en Algérie. Donc ça ne prend pas en compte en fait les soldats qui étaient encore sur le territoire métropolitain ou d'ailleurs aussi européens, parce qu'il y avait des soldats en Allemagne, et qui au moment où ils étaient appelés à partir en Algérie, en fait désertaient à ce moment-là. Parce qu'une fois arrivés sur le sol algérien, c'était beaucoup plus compliqué évidemment de déserter, sauf au moment d'une permission par exemple. La troisième catégorie, ce sont les objecteurs de conscience. Donc j'en ai dénombré à peu près 400, un peu plus, 420. Simplement ici aussi, les sources militaires sont fluctuantes. On peut ne pas leur faire complètement confiance non plus, puisque les objecteurs de conscience rentrent dans une catégorie beaucoup plus large, qui est celle des refus d'obéissance. Les refus d'obéissance ici, je n'ai pas leur nombre complet, réel. Et tout dépend de ce que l'on considère et de ce que les autorités militaires considèrent comme étant des objecteurs de conscience. Donc évidemment, l'objection de conscience, d'une manière classique, c'est le refus de porter les armes, et en toutes circonstances. Simplement, cette structure aussi des objecteurs de conscience, comme on va le voir tout à l'heure, s'est transformée au cours de la guerre d'Algérie. Et il y a une objection de conscience circonstancielle qui a grossi au fur et à mesure des gens qui ont refusé de porter les armes dans ce contexte d'une guerre coloniale. Donc voilà une autre catégorie, donc, ce qui fait que les autorités militaires n'ont pas forcément comptabilisé comme objecteurs de conscience toutes les personnes qui ont refusé de porter les armes dans la guerre, et dans cette guerre en particulier. En totalité, c'est un nombre qui est de 12 000, c'est beaucoup moins important que le nombre évidemment d'appelés du contingent, c'est 1%, il y a eu 1 200 000 appelés du contingent à peu près. Donc c'est évidemment 1%, c'est ridicule si vous voulez, mais en même temps c'est un nombre qui est beaucoup plus important que ce que l'on pensait. Et le discours qui prévalait, c'était qu'en quelque sorte que la société française avait eu une attitude véritablement passive vis-à-vis et indifférente vis-à-vis de la guerre d'Algérie. En fait, c'est beaucoup moins le cas, et ce petit nombre de réfractaires qui constitue en fait la pointe de l'aiguillon de l'opposition à la guerre, enfin
une des pointes de l'opposition à la guerre, et aussi montre que finalement, autour de cet aiguillon-là de désobéissance, il y avait des personnes qui aussi suivaient, avaient des attitudes d'opposition à la guerre, et tout ça participait donc justement à une résistance passive, sourde aussi à cette guerre. Voilà pour un état des lieux général un petit peu au niveau du nombre de ce que l'on peut dire. Qui sont ces réfractaires maintenant aussi? Donc ça c'est évidemment encore plus complexe de répondre à cette question-là parce qu'il n'y a pas de statistiques sociales, on va dire, des objecteurs de conscience, des insoumis, des déserteurs, mais on peut avoir quelques pistes par rapport aux différentes personnes que j'ai pu rencontrer, dont on peut croiser les parcours, etc., etc. D'ailleurs, de manière générale, par rapport aux opposants de la guerre d'Algérie, c'était l'historien Pierre Vidal-Naquet qui avait dressé des idéotypes en fait, de personnes qui avaient refusé la guerre d'Algérie, les porteurs de valises notamment, et autres personnes. Et donc il distinguait en fait trois familles, les bolcheviks, les tiers-mondistes et les dreyfusards. Lui se rangeait dans la dernière catégorie, c'est les dreyfusards. Il y avait deux autres catégories, donc les bolcheviks, de manière générale, les communistes, dans la grande famille des communistes, si vous voulez, en allant des militants du Parti communiste à ceux qui étaient en rupture de banc par rapport au parti, des trotskistes et aussi des communistes libertaires. Les tiers-mondistes, donc c'est une famille qui s'est créée au fur et à mesure de la guerre d'Algérie, donc avec ici des tiers-mondistes qui sont des communistes en rupture de banc aussi, et également aussi une frange chrétienne importante. Donc voilà cela. Madeleine Rébériou, donc de la Ligue des droits de l'homme, elle, et Robert Bonneau également, distinguaient plutôt en fait deux catégories de personnes, et je serai plutôt sur cet aspect-là. D'une part, donc effectivement cette famille bolchevique, si vous voulez, des communistes, de manière très large, et puis l'autre, celle aussi des chrétiens, sur des valeurs morales. Alors, avec avant tout, ici, pour les objecteurs de conscience, surtout des protestants, mais on trouve également quelques catholiques et autres. Alors, ici, donc maintenant, quand on regarde un petit peu les refus, comment est-ce qu'ils se répartissent, on va dire, au niveau du temps, j'ai pu voir qu'il y avait trois périodes, en fait, qui se dégageaient. La première période, c'est une histoire d'un refus plutôt collectif au cours des années 55 et 56, celle de refus de partir en quelque sorte. La deuxième période qui est marquée plutôt par le temps de l'organisation et du témoignage autour des années 57 à 59. Et la dernière période qui est celle du débat public et du refus aussi collectif qui est à partir de 1960. Donc la première partie, au cours des années 55-56, il y a ici évidemment une prise en compte d'un état de guerre qui se fait progressivement, puisque je vous rappelle, vous le savez, que ce n'était pas considéré comme une guerre, mais comme simplement des opérations de maintien de l'ordre. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience progressive d'un état de guerre. Au fur et à mesure, la population française voit les cercueils revenir, et la situation s'aggrave au fur et à mesure et comprend qu'il y a un état de guerre. Et ici, il y a une date qui est marquante, il y a un premier tournant important, c'est la date du 20 août 55, où là, il y a un soulèvement populaire en Algérie. Il y a pas mal d'Européens d'Algérie qui sont tués, et il y a une répression massive qui a lieu d'ailleurs après, qui est beaucoup plus importante. Et donc juste après, en fait, il y a des décrets de maintien de rappel sous les drapeaux. Ce qui fait que ceux qui les appelés du contingent qui avaient terminé leur service militaire sont rappelés sous les drapeaux pour une durée de 6 mois. Et le service militaire va commencer à s'allonger de ce point de vue-là, de 18 mois va passer à 24 mois, et ainsi de suite jusqu'à 27, 28 mois, et plus encore, puisque certains sont restés même jusqu'à plus de 30 mois, 33 mois, voire 36 mois sous les drapeaux. Donc ça au fur et à mesure des années 55-56. Donc là, une première mesure. La deuxième mesure, ceux qui sont encore sous les drapeaux donc, vont le rester. Ils pensaient sortir des drapeaux, là, et puis finalement, on leur dit, non, vous restez pendant, même chose, pendant une durée qui va pendant 6 mois, et donc cette durée-là, voilà, sans trop savoir finalement qu'on va être libéré.
Donc, du coup, il y a un sentiment de frustration. Il y a des personnes qui ont regagné la vie civile, se sont installées, ont trouvé un travail, se sont fiancées, voire ont des enfants, ou même parfois le deuxième enfant, hein, et vont avoir ce deuxième enfant. Bon, bref, il y a une situation qui fait que c'est une situation qui passe très très mal, évidemment, vis-à-vis des appelés du contingent, ou des rappelés. Et on commence à avoir des manifestations qui vont se dérouler à partir du 1er septembre. Donc il y a des tracts qui circulent, et puis finalement, première manifestation, gare de l'Est, et le premier temps fort, donc c'est gare de Lyon, pardon, à Paris, le 11 septembre. Et là, on va trouver, en fait, il va être question de mutinerie, hein, déjà. Le ministère de la Défense dit même que non, il n'y a pas de mutinerie, attention, voilà, etc., etc. Mais donc, du coup, le nom de mutinerie commence à passer. Donc là, il va y avoir refus de partir pendant plusieurs heures, des répressions également contre les soldats, et au fur et à mesure, on va trouver donc un nombre croissant d'incidents qui vont se dérouler au cours de l'automne 1955, avec la question de la désobéissance qui va être posée, notamment au cours d'une messe, hein, avec des chrétiens et des non-chrétiens. Tous les soldats se retrouvent ensemble et finalement font passer un tract dans lequel ils disent qu'ils ne veulent pas tirer sur leurs frères musulmans qui se battent pour leur indépendance. Et donc là, il y a un premier temps, si vous voulez, où il est question de désobéissance. C'est relayé par certains hommes politiques, notamment Marceau Pivert, qui dit que maintenant, les soldats ont droit de n'obéir qu'à leur propre conscience. Donc ici, on voit bien, donc, à partir de très tôt, en fait, hein, dans la guerre d'Algérie, cette question de l'obéissance et de la désobéissance dans la guerre est posée. Et donc on va trouver même donc une révolte, par exemple, dans la caserne Riche-Pense à Rouen, début octobre. C'est une révolte qui va durer pendant plusieurs jours. Il va y avoir des personnes qui vont être condamnées pour révolte militaire, donc c'est-à-dire l'équivalent en fait de la mutinerie, hein. Les militaires craignent même que les soldats utilisent des armes, donc font enlever les percuteurs, des choses comme ça. Et donc on a ici une situation qui est au bord de basculer à certains moments. Et alors, tout ça fait qu'on a un contexte extrêmement dur et qui va participer aussi à la chute du gouvernement qui va se dérouler donc à la fin du mois de novembre. Donc un contexte social, on va dire, extrêmement tendu, avec une cinquantaine de manifestations qui sont déroulées au total. Alors c'est pas la seule raison, hein, de cette chute du gouvernement, mais ça y participe. Et la campagne d'ailleurs avec le Front républicain se déroule avec Guy Mollet qui dit à plusieurs reprises donc que la guerre est imbécile et sans issue. Néanmoins, comme vous le savez, lorsque le Front républicain va remporter les élections législatives début janvier 1956, on va ensuite avoir la manifestation donc, à Alger et Guy Mollet va finir par retourner sa veste et donc va devenir partisan de la répression à outrance avec le vote des pouvoirs spéciaux. Donc là, on est loin du mot d'ordre de guerre imbécile et sans issue. Et ce qui va se passer, c'est qu'au contraire, les pouvoirs spéciaux vont être votés. L'état d'urgence était déjà appliqué en Algérie donc depuis 1955. On passe à ce moment-là aux pouvoirs spéciaux. Ça aggrave encore la situation. Et donc au départ, ce que dit le gouvernement, c'est que non, on ne fera pas appel au contingent. Non, il n'y aura pas appel à de nouvelles mesures de maintien et de rappel sous les drapeaux. Et puis au fur et à mesure, l'opinion publique est préparée, on va dire. Et puis finalement, évidemment, la décision de rappel et de maintien sous les drapeaux tombe à nouveau. Les autorités militaires sont préparées, mais la population aussi également. Et là, finalement, le mouvement part beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on a, au printemps 1956, un mouvement de manifestation qui s'enflamme véritablement, avec partout en France des manifestations dans les petits villages, dans les villes, au moment des départs des soldats, etc., de manière très très importante. Et en plus, les mesures concernent beaucoup plus de monde à ce moment-là. Ces manifestations-là ont eu tendance un petit peu à être occultées, à être oubliées, parce que, elles viennent au début du conflit,
et deux, on va dire, elles sont disséminées un peu partout en France, et surtout elles ne sont pas portées politiquement par une opposition politique qui fait que on va voilà, trouver un écho important à ces manifestations-là. Le Parti communiste qui avait soutenu en partie les manifestations de 1955 cherche un accord avec les socialistes et donc suit le mouvement, rend compte un petit peu du mouvement, mais n'est pas moteur dedans. Les socialistes sont au gouvernement. Et au fur et à mesure, également, le gouvernement la tape très très fort sur tous les mouvements qui pouvaient être oppositionnels, les trotskistes, les communistes libertaires et autres. On a non seulement la répression des manifestants, mais toutes les personnes qui viennent en soutien aux manifestants, et donc avec des emprisonnements qui sont parfois lourds, puisque un manifestant, par exemple, a été condamné jusqu'à 5 ans d'emprisonnement à ce moment-là. Donc sans compter la censure contre la presse, qui était extrêmement importante également. Donc il y a énormément de saisies de journaux à cette période-là. Donc tout ça va faire que la situation va en quelque sorte s'engluer. Autant pour les manifestations de 1955, le contingent avait réussi à rentrer en fait, à être libéré pour Noël. Donc ils étaient rentrés en France à la fin de l'année 55. Autant à 56, les mouvements, les soldats continuent de partir au fur et à mesure, malgré les manifestations qui se déroulent, etc., etc. Et au fur et à mesure, donc on a les soldats qui arrivent en Algérie, et puis les manifestations qui vont se tarir, si vous voulez, au cours de l'été 1956. On en trouve encore quelques-unes à l'automne, mais c'est très sporadique. Voilà. Alors, pour l'anecdote d'ailleurs, le 28 mai 1956, à Saint-Nazaire, il y a eu une des plus importantes manifestations qui s'est déroulée aussi contre les manifestations de rappelés, avec 8000 personnes qui ont participé. Alors d'abord, 2000 qui ont participé à un rassemblement à la Bourse du Travail, et il y avait 20 rappelés qui devaient partir, et donc la manifestation s'est déroulée dans les rues de Saint-Nazaire, avec des affrontements avec la police, de manière assez importante, avec 7 personnes qui ont été arrêtées aussi, et donc finalement il y a simplement 2 soldats qui sont partis le jour même, sur les 20, ça fait quand même beaucoup à ne pas partir, et donc 8000 manifestants dans les rues, c'est loin d'être anodin, surtout que toutes les manifestations, comme aujourd'hui, hein, toutes les manifestations étaient interdites. Donc voilà, il fallait braver, vous voyez, une double interdiction. C'est non seulement manifester contre une politique gouvernementale, etc., etc., mais en plus braver l'interdiction. Donc c'est pas des manifestations qui sont anodines. Donc au bout du compte, on trouve donc finalement un mouvement qui va faire que les soldats vont... En tout cas, c'est ce que moi j'y ai vu aussi, vont en quelque sorte intérioriser leur désobéissance. Au lieu d'avoir une désobéissance collective et politique, si vous voulez, finalement, ça va être une désobéissance qui va être beaucoup plus individuelle, morale, et qui va faire que les gens vont avoir des parcours un peu individuels pour essayer de s'en sortir. Alors, ça va être des parcours de résistance passive sous les drapeaux, voilà, avec des formes de désobéissance un peu larvées. Ça, on le voit notamment assez bien dans le film Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vauthier, où on voit ce régiment d'antimilitaristes arriver avec les cheveux longs, un peu débraillés, etc., etc., qui va être repris en main ensuite par les militaires. Ça, c'est une réalité aussi. Mais en même temps, c'est assez représentatif aussi d'une partie du contingent des rappelés donc, à cette période-là. Et certains officiers préfèrent laisser les choses faire, laisser les rappelés finalement sans trop essayer de les reprendre en main ni quoi que ce soit, parce qu'ils ne veulent pas avoir des mouvements d'opposition forts au sein de leurs unités. Et donc là, on va trouver donc, ces premiers parcours également de désobéissance individuelle forts. Henri Maillot, par exemple, le communiste européen d'Algérie, qui a déserté pour rejoindre un maquis en faveur de l'indépendance algérienne, le maquis rouge, dans les massifs de Loire-Sonis, au centre de l'Algérie, et qui a déserté avec un camion rempli d'armes pour pouvoir alimenter en armes ce maquis-là, et puis également essayer d'avoir des négociations avec la LN algérienne.
Henri Maillot a été tué dans une embuscade par l'armée française en juin 1956, 2 mois après avoir déserté. La deuxième personne emblématique ici, c'est Noël Favrelière. Lui, il a publié son témoignage qui s'intitule Avoir 20 ans, qui s'intitule Le désert à l'aube, et donc c'est d'ailleurs aussi le personnage justement central, Nono en fait, dans Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vauthier. Simplement, René Vauthier l'a fait mourir à la fin du film, alors que Noël Favrelière est encore bien vivant. Noël Favrelière, lui, il a déserté du désert algérien, dans le sud-est algérien, avec un prisonnier en fait qui était normalement livré à une exécution sommaire. Quand il a su que ce prisonnier-là allait être exécuté, il a décidé le soir même de le sauver. Ils sont partis, ils ont traversé le désert avec l'armée française aux trousses. Donc c'est un parcours complètement exceptionnel. Et au bout de 7 jours et 7 nuits à traverser le désert, ils sont parvenus à gagner la Tunisie et donc à être sains et saufs. Donc là, effectivement, un parcours également exceptionnel. Et le troisième, parcours emblématique de cette période-là, c'est celui d'Alban Liechti, donc, qui est un jardinier communiste, du jardinier au bois de Boulogne, communiste. Et lui, il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui allait faire quelque chose un peu de la même manière que pendant la guerre d'Indochine. Il a attendu que quelqu'un refuse de participer à cette guerre. Il a vu que personne ne le faisait. Et donc, du coup, il a décidé d'écrire au président Coty une lettre pour lui dire qu'il refusait de se battre contre le peuple algérien en lutte pour son indépendance. Donc, c'est une lettre qui est en même temps très engagée, qui marque bien que aussi certains militaires, et la question de l'indépendance algérienne était portée par des militants. Et donc, lui, il a refusé de porter des armes, donc de manière, c'est un, entre guillemets, objecteur circonstanciel. Il a donc refusé de porter les armes. Il a été envoyé en Algérie de manière, forcée. Donc il a été isolé là-bas pendant un certain temps. Il a vraiment craint pour sa vie d'ailleurs aussi. Il a finalement été condamné à 2 ans de prison. Il est ressorti un tout petit peu. Il a continué un tout petit peu son service militaire. Il a été obligé de commettre un 2e refus d'obéissance. Il a à nouveau été condamné à 2 ans de prison. Il a été même mis à Carcassonne, dans la prison de Carcassonne, pendant 13 mois à l'isolement, donc sans un seul mot qui lui était dit. Il n'a même pas su qu'on était passé de la 4e à la 5e République. Et donc, finalement, au bout de ces 4 années de prison, il est sorti donc en courant 1961. Et finalement, là, il sentait que c'était la fin de la guerre d'Algérie. Il a accepté de porter les armes et d'effectuer son service militaire. Il a été envoyé quand même en Algérie à nouveau. Par contre, il a refusé de mettre des balles dans son fusil. Ce qui a fait que son chef d'unité l'a mis en éclaireur 50 mètres devant l'unité. La première balle était pour lui normalement. Et au bout du compte, au bout de 15 jours de ce rituel et de ce pour essayer de ce dénigrement, si vous voulez, et finalement il a regagné son unité. Il a passé la fin de son service militaire à peu près tranquillement, on va dire. Il a été libéré en mars 1962. Donc de 56 à 62, il a quasiment fait toute la période de la guerre d'Algérie sous les drapeaux ou en prison. Voilà pour ces trois parcours emblématiques. Donc ici s'ouvre la deuxième partie. Je vais essayer d'être un peu plus court sur cette deuxième partie. C'est ce temps du témoignage donc, et de l'organisation. Donc je vous ai parlé un petit peu justement de ces parcours de témoignage en quelque sorte. Ce sont des personnes qui portent témoignage de leur opposition à la guerre, soit à l'intérieur de l'armée, soit au contraire en sortant de l'armée, mais dans des parcours qui sont un petit peu isolés. Et donc, au fur et à mesure, on va trouver une forme d'organisation qui va naître.
soit de personnes qui sont extérieures un petit peu à tout cela, enfin extérieures, qui ne sont pas des déserteurs, des insoumis, etc. etc. C'est en particulier le cas avec Louis Lecoing, dont on aura le parcours tout à l'heure de manière plus précise. Et Louis Lecoing, donc à partir de 1957-1958, commence une campagne donc en faveur de l'objection de conscience avec son journal Liberté. Et donc il va dans Liberté faire état justement des différents objecteurs de conscience qui refusent de participer à la guerre d'Algérie, que ce soit des objecteurs donc totaux ou des objecteurs circonstanciels. Donc il y a Louis Lecoing et donc on va trouver cette campagne en faveur de l'objection de conscience qui va exister à partir de ce moment-là. D'ailleurs, il y a une ordonnance en fait qui est prête à partir de septembre 1958 pour qu'il y ait un statut des objecteurs de conscience. Simplement, en fait, le ministère de la Défense va bloquer cette ordonnance-là et finalement, il faudra attendre la fin de la guerre pour avoir le statut des objecteurs de conscience. Et sinon, on a donc les objecteurs qui vont eux-mêmes également s'organiser. C'est en particulier justement le cas avec ces soldats du refus, les refusniks en quelque sorte communistes. Donc les soldats du refus qui vont communistes donc qui vont s'organiser au fur et à mesure. Le Parti communiste au départ ne soutient pas du tout Alban Liechti, puis finalement il va y avoir des objecteurs communistes qui vont devenir de plus en plus nombreux et finalement il va y avoir une campagne en faveur aussi de leur libération et de soutien du Parti communiste en général. Donc là on va trouver une quarantaine au total, une trentaine, quarantaine de soldats du refus qui vont exister, dont la campagne en fait va être essentiellement relayée par le Secours populaire et qui va durer des années, on va dire 57, surtout fin 57, jusqu'à 1900, on va dire 60, 61, puisqu'à partir de 59 déjà, le Parti communiste refuse qu'il y ait d'autres soldats à participer, à refuser de participer à la guerre d'Algérie. Donc voilà, et la dernière forme d'organisation, c'est donc avec les insoumis et les déserteurs. Les insoumis et les déserteurs décident également de se regrouper, enfin certains d'entre eux en tout cas. Au départ, ils sont plutôt proches, ils vont en exil pour certains à partir de 56 en Suisse. Et là-bas, ils voient il y a un petit noyau qui commence à naître. Et puis, il y a également les porteurs de valises qui sont là, qui aident le FLN, etc. etc. Et puis, au bout du compte, en 1958, certains se disent moi, aider le FLN, j'ai refusé de participer à la guerre. J'ai déserté, c'est pas pour autant que je veuille aussi aider le Front de Libération Nationale pour tirer sur éventuellement des camarades que j'ai qui participent à la guerre, des choses comme ça. Et donc du coup, en fait, va naître l'idée d'une organisation de déserteurs et d'insoumis qui va s'appeler Jeune Résistance, qui va être, en fait, l'idée vient d'Henri Curiel, qui est un militant communiste juif d'origine égyptienne, et avec une personne, un déserteur français, instituteur communiste qui s'appelle Jean-Louis Hurst, qui est décédé il y a quelques temps, l'année dernière. Et donc ici, cette organisation-là va commencer à agir à partir de 1959 et va avoir en fait une résonance très importante à partir de 1960. C'est mon troisième temps, puisqu'en 1960, en fait, on va avoir des arrestations qui vont être opérées dans les réseaux de porteurs de valises et également dans Jeune Résistance. Et donc l'affaire sort dans la presse et au départ l'amalgame est fait entre les porteurs de valises, les insoumis, les déserteurs, etc. etc. On ne sait pas très bien qui est tout le monde et donc tout est mis ensemble. Donc il y a des déserteurs, si vous voulez, des insoumis qui aident les Algériens. Voilà à peu près comment ça passe dans la presse. Et donc le nom de Jeune Résistance sort. Et finalement, ça commence à faire parler, si vous voulez, de cette question de la désobéissance. Les articles, même s'ils condamnent les désobéissants,
sont interdits. Ils sont republiés dans la presse militante, donc l'information circule un petit peu quand même. Notamment, alors pour la grande presse, c'est France Observateur, hein, voilà, l'Express également qui en parle. Donc tout ça circule au fur et à mesure. Il y a également un débat, on va dire, éditorial, avec des livres de déserteurs et d'insoumis qui sortent. Celui de Jean-Louis Hurst, qui s'appelle Le Déserteur, sous le pseudonyme de Maurienne, qui a été régulièrement réédité depuis. Il y a également le livre de Maurice Masquinot, qui est un insoumis, insoumis, instituteur qui vivait au Maroc, qui sort également donc là aux éditions respectivement de Minuit et aux éditions Maspero. Les deux sont interdits évidemment, mais circulent un petit peu sous le manteau. Le troisième qui arrivera en septembre, c'est celui... Oui, d'accord. Le troisième donc, qui sort, c'est celui de Noël Favrelière, donc Le désert à l'aube en 1960, en septembre. Ok. Alors, le débat, en fait, gagne les partis politiques, le PSU qui se crée en avril 1960, l'UNEF également. L'UNEF dit qu'il y a à peu près un tiers de ses effectifs qui vont être touchés par la question de la désobéissance si les choses continuent comme ça. Donc tout ça fait qu'il y a quelque chose qui pèse de plus en plus, et dans l'année 1960, c'est la question de la désobéissance qui pèse véritablement dans la guerre d'Algérie. Donc le débat commence et l'opinion publique, si vous voulez, commence à tourner véritablement et à être très attentive à cette question-là. À l'automne, on a évidemment aussi le procès du réseau Janson qui se déroule, au cours duquel, donc le procès du réseau Janson, c'est le procès des porteurs de valises. Et au cours de ce procès-là, il est beaucoup question de désobéissance aussi. Et en parallèle au procès du réseau Janson, on a le manifeste des 121 qui sort. Et donc le manifeste des 121, c'est la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Je vais raccourcir donc drastiquement simplement pour conclure que les arrestations qui sont opérées vont se poursuivre dans les réseaux, et en même temps, parallèlement à ça, en fait, il va y avoir un nombre croissant de personnes qui vont refuser de participer à cette guerre-là, dans une guerre qui devient de plus en plus fratricide aussi, puisque vous savez qu'il y a l'OAS qui va se mettre en marche, en activité aussi, et donc en même temps, personne n'a tellement envie d'être un mort pour rien, vous voyez, dans une guerre qui se termine, qui va nécessairement se terminer rapidement. Voilà, avec aussi un deuxième courant qui va prendre forme, c'est l'action civique non violente, contre, si vous voulez, contre l'OAS d'un côté, mais qui n'est pas d'accord non plus avec les désobéissances en faveur du FLN ou proche du FLN, etc., etc. Entre ces deux pôles-là, on va trouver donc des objecteurs qui vont agir en faveur donc d'un service civil et du droit à l'objection de conscience. Il faut attendre donc la fin de la guerre, justement décembre 1963, et l'action de Louis Lecoing, pour que le statut des objecteurs de conscience soit voté. Et c'est la première faille, là, que l'on va trouver dans le système de conscription français. Donc jusqu'à présent, le système de conscription était plein et entier à partir de 1963, et à l'issue de cette guerre d'Algérie, donc on a la première faille qui va avoir lieu, et qui va s'ouvrir au fur et à mesure, donc jusqu'à évidemment la suspension du service militaire à la fin des années 90. La deuxième chose, pour conclure complètement et pour être archi complet ou à peu près, donc c'est simplement de signifier le fait que en 62, on a justement ce mouvement également tiers-mondiste qui a pris essor au fur et à mesure de la guerre, et avec le mouvement également des insoumis, des déserteurs, etc., etc. En 62, évidemment, on est simplement 6 ans avant les événements de mai 1968. Il est évident que tout ce qui est mis en place à la fin de la guerre, ces années 60-62 là, les manifestations qui se déroulent, etc., etc., sont une sorte de prolégomène aussi, un petit peu à ce qui va se passer 6 ans plus tard, et à la lutte contre le conflit du Vietnam. Voilà, je vous remercie.